Donc dans l'introduction, l'élève ne dit pas ce que lui il va faire parce que lui il ne fait rien. Il ne fait que redire ce que l'auteur a dit. Et il s'agira de le dire d'une manière caricaturale. Ce texte de Spinoza traite de la liberté dans l'État. Point. La question qui se pose est celle de savoir s'il est possible d'envisager la liberté sans un État. Point. Pour défendre, Spinoza défend la thèse selon laquelle le but final de l'organisation en société, c'est la liberté. Point. Pour défendre sa thèse, Spinoza commence d'abord par montrer la nécessité des lois pour l'organisation d'une société et après, je mets virgule, et après, il montre que ces lois ne seront appliquées que lorsque l'homme agit en utilisant sa conscience. Ces lois ne seront appliquées que lorsque l'homme agit en utilisant sa conscience. Est-ce que jusque-là j'ai dit je vais faire ceci et cela? L'élève ne doit pas dire ce que lui il va faire, il ne dit que ce que l'autre a fait. J'ai fini mon introduction en 4 parties. Ce texte traite de ceci. La question qui se pose est celle de savoir, l'auteur défend la thèse selon laquelle, pour défendre sa thèse, il commence d'abord par dire ceci et après il dit cela. C'est fini, c'est ça l'introduction. On a sous-entendu le thème, le problème, la thèse et le plan. Et c'est fini, c'est ça une introduction. Et c'est le défi qui compte. Donc encore une fois, pas de questions à la fin. Pas de questions à la fin du plan. Après le plan, il n'y a pas de questions. C'est clair. Le plan, c'est le dernier élément d'une introduction de commentaire. Dernier élément. On a fini l'introduction, on saute une ligne, on part à ce qu'on appelle le développement, constitué de la partie explicative du texte et de la discussion de la thèse. Maintenant, comment réussir le développement? L'explication, première étape. Pour réussir l'explication du texte, il faut d'abord faire la part des choses dans un texte entre ce qu'on appelle les idées essentielles et les idées accessoires. Les idées essentielles et les idées accessoires. Qu'est-ce qu'un accessoire? Exemple, ton téléphone. Sans un habillage, le téléphone fonctionne. Sans un écouteur, le téléphone fonctionne. Sans même un blender, le téléphone fonctionne. Tout ceci, c'est des habillages, des accessoires. C'est des choses sans lesquelles le téléphone peut exister. Pour dire aussi que dans un texte, les exemples, les illustrations, les énumérations, les explications, c'est des accessoires. Maintenant, si on enlève dans un texte tous les exemples, toutes les illustrations, toutes les explications et toutes les énumérations, il ne va rester que 2 à 3 idées essentielles dans le texte. Maintenant, il y a de petits détails. Parce qu'on a fait déjà un plan dans lequel on a dit que ce texte est constitué de 2 parties. Donc ça signifie que le texte est constitué de 2 idées. On a dit que le texte est constitué de 2 parties. Donc le texte est constitué de 2 idées. Réellement 2 idées. Mais les idées peuvent avoir des sous-idées. Sous-idées, ok. Exemple, dans un texte, je dis, l'État n'a pas été institué pour créer l'insécurité, virgule, mais l'État a été institué pour assurer la liberté. Ce que j'ai dit en amont est différent de ce que j'ai dit en aval. Il y a virgule et mais. Par conséquent, je dois d'abord dire pourquoi il a dit que l'État n'a pas été institué pour priver la sécurité, pour ensuite dire pourquoi il a aussi dit après le mais que l'État a été institué pour garantir telle chose dans un texte. Je vais expliquer ce qui est dit avant le mais et ce qui est dit après le mais parce qu'il y a une opposition d'idées. 2 idées qui ne disent pas la même chose, donc c'est 2 idées différentes. Par conséquent, dans ce qu'on pouvait appeler une seule idée, j'ai une sous-idée qui sous-tend cette idée. Et donc je vais expliquer la première idée et la deuxième sous-idée. C'est ce qui fait qu'un texte de 2 parties peut être constitué en 2, 3, 4 sous-idées. Maximum 4 idées à commenter dans un texte au bac, pas plus. Mais réellement, c'est 2 idées essentielles qui représentent les 2 parties du développement, les 2 parties des 2 paragraphes qu'on a soulignés dans l'introduction. Donc, j'ai fini de montrer que dans mon texte, il n'y a que 2 à 3 ou 4 idées maximum que je dois commenter. Je peux même barrer dans mon texte les exemples, les illustrations, les explications, les énumérations, je peux les barrer. Et comment reconnaître ces éléments? C'est simple. Si l'auteur parle, il dit, c'est-à-dire, car, en effet, dans le sens où, dans la mesure où,
c'est des explications. Donc tout ce qui s'ensuit, voilà, tout ce qui s'ensuit, ça ne compte pas, on enlève. Mais il y a aussi un petit écueil, le point virgule. On n'en parle pas. C'est un petit élément important, mais un élément essentiel. Dans un texte, s'il y a point virgule, ça veut dire que ce qui est dit avant le point virgule et ce qui est dit après le point virgule, c'est deux choses différentes. Il faut expliquer ce qui est dit avant, c'est après. Donc là, je pense que c'est des exercices à maîtriser. Mais si on dit pas ça à l'élève, il va commenter comment? Le commentaire, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une question quand même de méthode. Ce n'est pas pour rien qu'on enseigne une méthode. C'est parce qu'il y a une démarche à suivre. On doit étudier un texte, savoir comment un texte a été articulé. La structure du texte, on doit la connaître. Et là, donc, s'il y a point virgule, c'est parce que ce qui est dit avant le point virgule n'est pas ce qui est dit après le point virgule. Donc aussi, on a deux sous-idées différentes qu'il faut aussi expliquer séparément. C'est ce qui fait que j'ai dit un texte de 2 paragraphes peut être souvent constitué en 3 jusqu'à 4 idées à cause de ces points virgules qui sont dans le texte. Si dans un texte on a une mise en opposition, on dit une chose, virgule, une autre chose, virgule, une autre chose, virgule, on explique que ce qui est dit juste avant les virgules, tout ce qui est dit après les autres virgules, ça ne compte pas parce que ça dit la même chose. C'est la même chose. On dit seulement la première, ce qu'on appelle la mise en opposition dans un texte. Le brigade maire brigade député à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Tout cela, c'est la même personne, non? On doit seulement dire qui est Mambalolo, c'est fini. D'accord. Donc, tout ce qui vient après les virgules, c'est des mises en opposition, on enlève. On commente seulement la première idée ou le premier mot qui a été dit avant les autres virgules. La virgule, c'est une définition ou une explication détaillée de ce qui a été dit au début. D'accord. Ça, c'est clair. Maintenant, on a fini d'enlever dans notre texte les idées accessoires. On a constaté qu'il ne nous reste que 2, 3 à 4 idées qu'on doit commenter. On prend ces idées, on les écrit dans le bouillon. Et on commence ce qu'on appelle le commentaire proprement dit. Qu'est-ce que le commentaire proprement dit? Ça veut dire l'explication du texte. Attention à cette erreur. Consistant à dire, je vais expliquer le texte et le discuter en même temps. Non, chers candidats, n'essayez pas, vous ne pouvez pas. Expliquer le texte et le discuter en même temps. Non. Au bac même, on va dire expliquer et discuter le texte. Mais ce n'est pas le texte qu'on discute. Contrairement à ce que les gens pensent, on ne discute pas un texte. C'est une thèse qu'on discute. Mais c'est parce que la thèse résume le texte qu'on dit expliquer et discuter. Mais quand on comprend le sens de ce que la phrase veut dire, le texte en entier est constitué de 2, 3 à 4 idées, max. On va les expliquer une par une. Mais si on a fini d'expliquer ces idées une par une, on ne revient pas encore pour reprendre ces mêmes 4 idées pour les discuter. Pourquoi? Parce que toutes ces 4 idées sont résumées dans ce qu'on appelle la thèse. Donc on discute la thèse. C'est la thèse qu'on discute. Au lieu du texte. Et maintenant, comment on discute la thèse? C'est très simple. C'est très simple. Et tu vas comprendre que c'est très simple. N'est-ce pas que si tu avais dit dans l'introduction, on pose une question? Quel est le problème? Mais vous avez dit que cette question a été posée par le texte. Et l'auteur du texte a donné sa réponse à cette question. N'est-ce pas? Exemple, on dit... Il dit que l'homme est un être méchant, par exemple. C'est sa réponse. À une question qui pouvait dire, l'homme est-il un être méchant? Lui, il dit oui, l'homme est un être méchant. C'est son point de vue, n'est-ce pas? Mais à quoi? À cette question. Dans la discussion, on vous dit, vous élèves, qu'est-ce que vous pensez de la réponse proposée à l'auteur à travers cette question posée par le texte? Le texte a posé telle question. L'auteur du texte a donné telle réponse. Vous, élèves, quelle est votre réponse à cette même question? Ça sous-entend, est-ce que vous partagez la réponse de l'auteur à cette question ou est-ce que vous proposez votre propre réponse à cette même question? Je ne sais pas si vous le faites comprendre. Non, c'est très simple. Dans l'introduction, on a posé une question qui est le problème. Et on a apporté aussi la réponse de celui qui a écrit le texte à cette même question. La question revient dans la discussion. Maintenant, si on ramène la même question dans la discussion, il s'agira de, parce que vous avez dit c'est une question dialectique, où il faut répondre par oui ou par non. Sûrement l'auteur à cette question, il a dit oui ou il a dit non. Nous aussi, élèves, on nous demande dans la discussion quelle est notre réponse à cette même question. Et puisque l'auteur à cette question, il a dit oui par exemple, nous on nous dit maintenant, est-ce que nous aussi on dit oui ou bien on dit non à cette question? Si on dit oui, ça signifie qu'on partage le point de vue de l'auteur à cette même question. Si on dit non, ça signifie qu'on a notre propre réponse différente de sa réponse à cette même question. Ce qui veut dire que dans l'introduction, on a déjà posé la question, qu'on répond dans la discussion. Contrairement à ce que certains pensent, il faut poser notre question pour la discussion. Non, la question qu'il faut poser pour la discussion, on l'a déjà posée dans la partie appelée problème.
celui qui va entrer dans le C'est-à-dire comme le texte a fait, poser une question sans pour autant le dire. En fait, au niveau du plan, on a déjà posé une question sans pour autant le dire. On ne dit pas la question. On ne dit pas la question. D'accord. La question, on l'a déjà posée dans la position. Tout à fait. Quand on dit thème, problème, c'est la question. Et c'est comme si on dit thème, question, réponse, plan. Thème, question, réponse, plan. Maintenant, laissez le mot problème. Le problème signifie question maintenant. On a dans le texte le thème, la question, la réponse. Mais la réponse de qui? De l'auteur. Dans la discussion, on vous dit, hey, vous les élèves, à cette question, l'auteur a donné cette réponse. À cette question, quelle est votre réponse? Est-ce que vous me faites comprendre? Si, tout à fait, oui. La question qui est posée ici étant le problème, l'auteur a donné sa réponse. On vous dit, vous élèves, cette question qui est posée par le texte, dont l'auteur a donné une réponse, quelle est votre réponse par rapport à cette même question? Est-ce que vous partagez la réponse donnée par l'auteur ou bien est-ce que vous en avez une autre réponse différente de sa réponse? Donc là, on s'adresse à la position de l'élève par rapport à la question posée par le texte. Puisque l'auteur a donné sa réponse, c'est pour cela que la discussion, c'est une partie très essentielle. Les élèves négligent cette partie, mais c'est une partie très essentielle. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que l'élève parle. C'est là-bas que l'élève dit son opinion, c'est là-bas que l'élève prend position. Contrairement à la dissertation, on va y revenir, l'élève ne dit ce qu'il pense que dans la conclusion. Mais en commentaire, l'élève dit ce qu'il pense dans ce qu'on appelle la discussion. Expliquer un texte signifie tout simplement rendre clair un texte, l'erreur. Discuter un texte signifie débattre sur le texte waxtaan. Et donc c'est dans la discussion que l'élève va dire tout ce qu'il pense par rapport à ce que le texte a posé comme question. Maintenant, il n'y a qu'une seule orientation pour la discussion. Une seule. Il n'y a pas deux orientations, il n'y a pas trois orientations. Pourquoi une seule? Parce que la réponse est oui ou non. Et donc, ça retourne vers la question qu'on a posée dans la discussion. Parce qu'on avait dit c'est oui ou non. Dans la discussion, l'élève dit oui ou il dit non. Oui, à la réponse de l'auteur, cette thèse de l'auteur est bien soutenable. L'élève dit qu'il soutient ce que l'auteur a dit à cette question. Et il va dire en quelques lignes pourquoi il est d'avis avec l'auteur. Exemple, le but de l'État, c'est la liberté. C'est Spinoza qui l'a dit. L'élève doit discuter cette thèse. L'élève doit dire, s'il est d'accord avec Spinoza, il dira, cette thèse de Spinoza est bien soutenable, car en réalité, s'il dit que le but de l'État c'est la liberté, on sait tous que s'il n'y a pas un État dans la société, il y aura forcément la loi du plus fort et les hommes vont se faire du mal et personne n'aura la possibilité d'aller et revenir comme il veut. Donc par conséquent, dès qu'il y a un ensemble de lois, il y aura des restrictions qui empêcheraient les hommes de se faire du mal. En conséquence, nous partageons son point de vue. Si l'élève n'est pas d'accord avec ce que Spinoza dit, l'élève dit cette thèse défendue par Spinoza porte à équivoque ou bien est bien contestable dans la mesure où l'État peut bien être là sans être en mesure de garantir la sécurité, car on est dans des États où les autorités souvent ils abusent de leur pouvoir et ils font du mal même à la population. En conséquence, l'État, même s'il doit assurer la liberté, on constate qu'il y a des États qui ne favorisent pas cela pour montrer qu'on n'est pas d'avis avec lui. Mais jusque-là, qui parle? L'élève. L'élève dit ce qu'il pense par rapport à ce que l'auteur a dit. Il peut être d'accord avec lui, il dit en quelques lignes qu'il est d'accord. Il peut ne pas être d'accord, il dit en quelques lignes. Ce qui ne se fait pas, c'est quoi? C'est de dire dans la discussion, nous partageons son point de vue jusque-là, mais là, on n'est pas d'accord. Ou bien de dire, non, on ne partage pas ce qu'il dit à ce niveau, mais à ce niveau, on est d'accord avec lui. Non, la discussion suit une seule orientation. On ne nuance pas, on prend position, et une seule position. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui, jusqu'à un moment donné, et dire non. On peut aussi dire non, jusqu'à un moment donné, dire oui. Qu'est-ce que l'élève doit dire? Soit oui, soit non. L'élève doit avoir une position tranchée, personnelle. Maintenant, sa position peut être la même position que l'auteur, mais il doit rester dans cette position. J'ai dit ce qui ne se fait pas, c'est de dire dans la discussion, je suis d'accord avec l'auteur jusque-là, mais à partir de là, je ne suis pas d'accord avec lui. Ou bien je ne suis pas d'accord avec lui à ce niveau, mais à ce niveau, je suis d'accord. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui se fait? C'est de dire, nous partageons son point de vue parce que, ou bien nous ne partageons pas son point de vue parce que. Une seule orientation. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Donc là, si je comprends bien, au niveau de l'explication du texte, donc là, on ne donne pas son propre point de vue. Non. On parle de l'auteur. On parle de ce qu'il a dit. L'auteur a dit ceci et cela. Et ce qu'il veut dire par là, c'est ceci et cela. On rend clair ce qu'il a dit. Au niveau également, quand on a vu aux discussions, donc à la discussion, là, on parle de notre propre point de vue. Point de vue par rapport à la question posée. D'accord. Là, c'est clair. C'est clair.
C'est-à-dire que la question a été posée. L'auteur a donné son point de vue. Nous, maintenant, dans la discussion, on nous demande quel est notre point de vue à cette même question. Notre point de vue peut être le point de vue de l'auteur, peut aussi être le contraire de son point de vue. Mais toujours est-il que l'élève doit dire qu'il est d'accord avec lui, pourquoi il est d'accord avec lui en quelques lignes, ou bien qu'il n'est pas d'accord avec l'auteur et pourquoi il n'est pas d'accord avec l'auteur en quelques lignes. Maintenant, il y a une erreur que certains font, comme je l'ai dit. Expliquer le texte de Rousseau en disant, dans la partie explicative, c'est d'ailleurs pour cela que Spinoza aussi disait, non, on dit à l'élève de rendre clair ce que Rousseau a dit par ce que Rousseau a dit, uniquement. Il ne faut pas convoquer un autre philosophe. Non. On ne convoque un autre philosophe que dans la discussion. D'accord. Parce qu'on a choisi d'expliquer pour ensuite discuter. Et j'ai dit, dans la discussion, on ne prend pas des idées dans le texte pour les discuter. Non, on se limite seulement à la thèse qui est l'idée principale. Et cette thèse, c'est une réponse à une question. Si on se limite à la thèse, c'est comme si on retourne vers la question. Et là, il s'agira de dire ce que nous pensons de cette question ou ce que nous pensons de cette réponse proposée par l'auteur en quelques lignes. À la fin de nos argumentations, si maintenant il y a un philosophe qui semble dire la même chose, on ne peut pas dire non et après oui, on reste. C'est bon? Voilà. Donc Monsieur Soare, je rappelle que vous pouvez toujours intervenir parce que il nous reste 40 minutes et il nous reste également la dissertation. Vous pouvez toujours intervenir au 88 428 1432 ou 88 628 28 77. Alors, Monsieur Diallo. Voilà, donc si on a fini le développement constitué de deux parties, comme je l'ai dit, la première c'est l'explication, la deuxième la discussion. Maintenant, dans l'explication, c'est très simple. Il s'agira de répertorier ces idées essentielles. Mais ces idées, on doit les expliquer dans notre développement. Les élèves aussi, dans la partie explicative, ils font une très grande erreur. Ou je dirais une erreur en tout cas. Ils pensent que c'est parce que tout simplement ils ont appris une leçon, ou bien ils ont une information philosophique qui semble aller dans le sens de ce que le texte dit, et ils se permettent quand même de bavarder ou de faire une dissertation sur ce qu'ils savent sans s'appesantir sur le texte. Le commentaire n'est pas la dissertation. Pour commenter un texte, il faut prendre ce que l'auteur a dit dans le texte, mettre cela entre guillemets dans la copie d'examen pour ensuite l'expliquer. Et la méthodologie nous dit, le commentaire de texte doit toujours partir du texte et revenir au texte. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas partir d'une leçon ou d'une généralité ou d'une certaine information, l'expliquer pour ensuite dire c'est pour cela que le texte dit non. Nous prenons d'abord ce que le texte dit, on met ça entre guillemets pour ensuite apporter l'élément d'explication qu'on en a. C'est clair, non? Donc, les démarches sont simples. On peut commencer par dire, dans ce texte de Spinoza, il est question de porter une réflexion sur la notion de l'État. Et Spinoza considère, on prend ce qu'il dit, on met ça entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris dans le texte. On ferme les guillemets. En effet, il veut nous dire par là. On explique. Maintenant, concept, exemple le mot état ou le mot liberté. Avant même d'expliquer l'idée, on doit d'abord définir le mot-clé qui est dans la phrase. Ainsi, la méthodologie aussi nous dit, le commentaire de texte est un commentaire d'idées et de concepts. Les concepts, on les définit, les idées, on les explique. On ne peut pas expliquer une idée sans comprendre la définition du concept. Donc, si on prend une phrase qu'on doit commenter, on la met dans le texte. Dans la copie d'examen, on la met entre guillemets parce qu'on l'a pris dans le texte. On définit le mot-clé qui est d'abord dans la phrase. Après avoir défini le mot-clé, on explique l'idée. On explique la première idée avec toutes les informations philosophiques qu'on a compris qui vont dans le sens de rendre clair ce que l'auteur a dit. On met point, on cherche maintenant le connecteur le plus adéquat, parce que le mot connecteur logique signifie le connecteur qu'il faut, à la place qu'il faut. On utilise le connecteur qui peut nous permettre de relier ce qu'on a fini de dire à la deuxième idée qu'on va cueillir encore dans le texte. Et cette idée aussi, on doit la mettre entre guillemets parce qu'on l'a pris dans le texte. Et on l'explique. Pas besoin de dire, on a fini d'expliquer la première partie du texte, on va expliquer la deuxième partie du texte. Je le dis souvent en ironisant. Est-ce que l'auteur a dit, là s'arrête la première partie de mon texte, là commence la deuxième partie? Le commentaire aussi est un discours numéro 2 sur un discours numéro 1. Tout comme le discours numéro 1 respecte certaines règles, le discours 2 aussi doit respecter ces mêmes règles. Donc on n'a pas besoin de dire, on a fini d'expliquer la première partie du texte, conclusion partielle, phrase de transition, on va expliquer la deuxième partie du texte. Non, ça n'existe pas. On explique le texte en bloc. En bloc. Et quand on a fini d'expliquer les deux grandes idées ou les trois idées du texte, on a fini ce qu'on appelle le commentaire. Pas besoin de dire on va faire encore une phrase de transition. La phrase de transition elle est simple.
on vient directement en sautant en ligne en disant à la question de savoir s'il est possible d'être libre sans un État, nous considérons, ou bien nous pensons, ou bien on dit directement cette thèse défendue par Spinoza dans ce texte est bien soutenable ou est contestable et nous disons pourquoi. C'est ce qu'on fait jusqu'à la fin. On apporte un philosophe ou deux philosophes qui disent la même chose que ce que nous pensons. On ajoute en guise d'illustration, on a fini la discussion. On saute une ligne, on part à la conclusion. Deux parties seulement. La conclusion. Oui, deux parties. Deux parties, pourquoi? Je peux dire trois, mais c'est deux. Parce que la première partie de la conclusion, on l'appelle le bilan. Qu'est-ce qu'un bilan? Tout le monde connaît un bilan. Un résumé bref de tout ce qu'on a dit dans la partie explicative et dans la discussion. En une, deux phrases, on peut dire cela. Première partie de la conclusion, bilan. Donc, le bilan, c'est quoi? Dans le texte, on avait parlé d'un problème. On avait donné une réponse proposée par l'auteur. On prend juste une phrase autour de cette réponse proposée par l'auteur. Et de cette phrase, on apporte une autre phrase dans laquelle nous allons dire ce que nous avons donné comme position personnelle. C'est ce qu'on appelle le bilan. En une, deux phrases, on fait le bilan. Première partie de la conclusion. Après le bilan, on part à la ligne. En une phrase ou deux aussi, on fait ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte. C'est simple, le mot intérêt veut dire apport. Mais quel apport? Apport philosophique. Ce qu'on ne savait pas en philosophie que le texte nous a permis de savoir. En quelque sorte, c'est là. Le bénéfice du texte. C'est ce que le texte nous a donné comme enseignement, comme information nouvelle qu'on ne savait pas sur la notion de l'État, ou sur la notion du titre de travail, ou sur la notion de liberté. Ce qu'on vient d'apprendre, qu'on ne savait pas, c'est ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte. Et ça dira de dire que l'étude de ce texte est très essentielle, en ce sens que l'étude nous a permis de savoir que contrairement à ce que nous supposions sur l'État, en réalité l'État peut garantir la liberté des hommes. C'est un enseignement qu'on a tiré du texte, ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte. Et c'est fini la conclusion, deux parties seulement. Okay. Donc là, l'élève doit être très bref. Très bref. Voilà. Pas la peine de bavarder. Non, bilan de l'explication et de la discussion, ensuite intérêt philosophique, l'apport philosophique du texte, c'est ça le commentaire. Voilà, je pense que c'est très très clair. Hein? En tout cas, les messages des élèves, la thèse et des enseignants. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages. Pour la plupart, hein, c'est des messages, des questions dont